Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire dédié à la SCPI Hirokozen. L'été a été particulièrement dense pour votre SCPI puisque la collecte a été extrêmement soutenue. Pour rappel, la SCPI a collecté 165 millions d'euros sur le premier semestre. Les expertises de mi-année qui ont été réalisées ont été très positives et ce qui a amené à une augmentation du prix de la part de la SCPI. Et enfin, le rendement semble au rendez-vous. Et ça, c'est malgré un contexte extrêmement chahuté. Le but de ce webinaire est d'ouvrir le capot et de comprendre comment Hirokozen arrive à ses performances et comment Hirokozen même surperforme le marché. Pour cela, j'ai la chance d'être accompagné de Marion Bertrand, la directrice des investissements de Hiroko, et de Guillaume Debatz, le directeur du Fund Management. Pour rappel, la SCPI présente des risques, et notamment des risques de perte en capital, de liquidité, d'endettement et de marché. Pour commencer, je vais me tourner directement vers Marion. Bonjour Marion. Bonjour Pierre-Antoine. Comment avons-nous réussi ce tour de force dans un marché qui est extrêmement chahuté ? Principalement grâce à la collecte. En fait, grâce à cette très bonne collecte que tu as mentionnée au premier semestre et également l'année dernière, les investissements chez Hiroko ont été très dynamiques. Comme vous pouvez le voir sur le graphe qui vous est projeté, en 2023, nous avons fait 38 acquisitions pour un montant total d'environ 320 millions d'euros. Là où en 2024, à date, on est déjà à 19 acquisitions pour à peu près 190 millions, sachant que on envisage, avec les prévisions de Guillaume, de terminer l'année avec environ 400 millions d'investissements. D'accord. Alors attends, permets-moi de te couper Marion. Ce que j'entends là, c'est qu'on a fait moins d'acquisitions pour davantage de collecte. Oui. Est-ce qu'on peut dire que chez Hiroko et sur Hirokozen, c'est la fin de notre stratégie d'acquisition granulaire ? Pas du tout. C'est plutôt l'illustration de notre stratégie opportuniste. Depuis le départ, sur Hirokozen, on a toujours voulu nous efforcer d'être flexibles et opportunistes et de nous adapter à la fois aux typologies d'actifs, au pays et finalement également à la taille des actifs. Aujourd'hui, en acceptant de nous positionner sur des actifs un petit peu plus gros, ça nous permet d'aller sur des actifs où, en raison de l'absence de concurrence et du peu d'investisseurs qui peuvent se positionner sur ces volumes-là, on peut saisir de très belles opportunités. Pour autant, ce n'est pas la fin de notre stratégie granulaire. Et aujourd'hui, si on peut faire quelques grosses opérations chaque année, on continue à faire des opérations à 1 million, 2 millions, 3 millions et on continuera à le faire. Donc toujours de l'opportunisme. Exactement. Une autre illustration de cet opportunisme, c'est, et pour certains, que ce soit nos investisseurs ou nos partenaires, vous le savez déjà, mais on s'est ouvert à un nouveau pays, puisqu'on a commencé à investir au UK. Justement, alors c'est le moment. Hein. Est-ce que tu peux m'en dire davantage sur ces acquisitions au Royaume-Uni ? Exactement. Donc la première acquisition qu'on ait faite, c'est des bureaux à Londres. On est au 90 Union Street, en plein Londres. Pour ceux qui connaissent Londres, on est entre Tower Bridge et London Bridge, à côté de Borough Market. Donc on est vraiment sur une localisation extrêmement centrale dans Londres. On est juste en face du quartier bien connu de la City. Et on est sur un immeuble de bureaux qui a été entièrement restructuré, qui est entièrement loué à des locataires assez qualitatifs. Et ce qui est intéressant en Angleterre, c'est qu'on est sur des baux où la totalité des charges et des travaux sont à la charge des locataires. Donc avec un immeuble qui a été entièrement restructuré, on a vraiment une stabilité sur les cash flows à venir et on était sur une rentabilité attractive, parce que pour une localisation comme Londres, on était à une rentabilité au-dessus de 7%. La deuxième acquisition qu'on a faite, qui a été faite cet été, est située à Trowbridge. On est à côté de Bath, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Et en fait, c'est un ensemble immobilier qui comprend un hôtel, un cinéma et des restaurants. L'hôtel est un hôtel avec une durée ferme assez longue, puisqu'il est engagé, il est là depuis le début de la construction, il est là jusqu'à 2033. Et le cinéma est engagé jusqu'en 2039. On s'était posé beaucoup la question d'aller sur cet investissement, parce que le cinéma était quelque chose qu'on regardait pas forcément. Néanmoins, le cinéma est loué au groupe Odéon. Et en fait, le groupe Odéon, même si c'est quelque chose qui est inconnu pour nous en France, c'est le plus gros groupe de cinéma en Europe. Donc en termes de qualité de signature, si on devait faire du cinéma, c'était avec eux qu'il fallait le faire. Sachant que, quand même, pour préciser, sur cette opération, on est sur une rentabilité au-dessus de 11%. Donc on est quand même sur quelque chose de très attractif pour Hiroko. Et la dernière acquisition, c'est un peu une avant-première, parce qu'en fait, on est ce qu'on va dire sous promesse sur ce deal, mais on devrait le signer plutôt la semaine prochaine. On est sur le siège écossais de Morgan Stanley à Glasgow. On est sur un immeuble de bureau. Donc là, on est typiquement sur, Pierre-Antoine, ce que tu disais, des opportunités plus grosses en termes de volume d'investissement, puisque en euros, on est autour de 60 millions d'euros. Mais on est sur à la fois un cash flow très stabilisé, puisque Morgan Stanley a encore plus de 8 ans de bail devant eux, et on est sur une rentabilité au-dessus de 8%.
Alors je suis très étonné de t'entendre, et peut-être que nos auditeurs également. Quand on voit effectivement la presse, on a l'impression que tout va mal. Comment on arrive aujourd'hui à faire ces performances sur la SCPI ? Donc c'est à nouveau la collecte, mais combiné à un environnement concurrentiel relativement faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a peu d'investisseurs qui sont capables de se positionner sans avoir besoin de financement. Et donc il y a peu d'investisseurs qui sont capables d'acheter et d'être actifs dans notre marché actuel. On vous a préparé une slide que vous voyez à l'écran qui compare en 2023 et en 2024 les prix d'acquisition avec les expertises que nous faisons faire à chaque acquisition par des experts externes. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2023, on a fait un montant total d'acquisition pour 324 millions d'euros et que ces mêmes acquisitions, le jour de l'acquisition, étaient expertisées en externe à 353 millions d'euros. Donc on voit qu'on achète en dessous des valeurs d'expertise. Exactement. Et c'est également le cas en 2024, puisque à date, comme je disais, on a acheté pour à peu près 187 millions d'euros, et ces 187 millions d'euros sont expertisés en fait à 207 millions d'euros. Donc on achète avec 10% d'écart entre nos valeurs d'acquisition et nos valeurs d'expertise. L'avantage de ça, et c'est le petit bonus en plus, c'est que dernièrement, on a pu faire monter finalement le couple rendement-qualité. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une meilleure rentabilité, on voit qu'on a également des actifs plus qualitatifs. Plus qualitatifs, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des meilleures localisations, qu'on a des actifs plus modernes, plus récents, et qu'on a des locataires, on va dire, de premier plan. On vous donne ici 3 exemples. Le premier étant aux Pays-Bas, c'était notre première acquisition en commerce aux Pays-Bas, donc on était assez contents. Et en fait, on est en centre-ville, en plein centre-ville, c'est vraiment le cœur de la ville de Venlo, aux Pays-Bas, et c'est un actif qui est neuf, qui a été livré il y a quelques années, et où on a comme locataire Primark, qui est engagé avec un bail d'une durée ferme assez longue. Le deuxième actif qu'on voulait vous montrer, c'est celui, on a déjà communiqué dessus, mais qui est quand même assez représentatif de ça, c'est un immeuble de bureau qui s'appelle Eurocentre, à Lille, qui est situé vraiment en face de la sortie de la gare de TGV Lille-Europe, donc on est sur une des meilleures localisations du marché lillois, et ça c'est un actif qui, il y a encore 2 ans, 3 ans, aurait été mis sur le marché à des taux de rendement autour de 5%, et que nous, on a pu acheter à un taux de rendement supérieur à 8%. Donc à nouveau, on voit le fait de à la fois avoir une meilleure rentabilité et aussi d'être capable de nous positionner sur des actifs de bureau, sur des marchés vraiment prime, même si c'est un marché régional, c'est un marché régional prime. Et le dernier exemple, c'est à Louvroil, dans le nord de la France. On est sur un retail park qui avait été livré en 2006 et qu'on a acheté il y a quelques mois. On est entièrement loué. Il y a une cellule encore qui est vacante puisqu'on a un restaurant qui venait de sortir, mais on est assez confiant sur le fait de le relouer rapidement. Et là, on a des locataires de qualité puisqu'on a des locataires type Action, Picard, etc. Donc on voit que c'est quand même des enseignes qui plaisent aujourd'hui aux Français. Et à nouveau, on est sur une rentabilité qui est au-dessus de 7,90. Alors, ce sont d'excellentes nouvelles. En revanche, je me mets dans la peau de nos épargnants et de nos partenaires conseillers en patrimoine. Je vois ces 2 dernières acquisitions en France. Qu'en est-il de l'atterrissage au final Europe-France pour la SCPI ? Ce qui est vrai, c'est que ces 18 derniers mois, on a fait un petit peu plus de France que ce qu'on a l'habitude de faire. Normalement, la stratégie d'Hirokozen depuis le départ, c'est d'essayer de viser 35% du portefeuille en France, 65% du portefeuille en Europe, hors France. Ces derniers mois, on s'est plutôt rapproché dans 40% France, 60% Europe. Cela étant dit, moi ce que j'aimerais d'abord préciser, c'est que la France, avec l'Allemagne et le UK, c'est historiquement le top 3 du podium en termes de volume d'investissement en Europe. Donc ce n'est pas non plus anormal d'avoir la France avec une part assez importante dans notre patrimoine. Comparé à des pays comme l'Espagne, les Pays-Bas, etc., ça a du sens d'avoir un petit peu plus en France que dans ces pays-là. En plus, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, on avait ces 18 derniers mois de telles opportunités en France que même si on voulait rester sur cette tendance 35-65, on ne pouvait pas louper ces opportunités. Je vous parlais tout à l'heure de l'écart entre les acquisitions en 2024 et leur valeur d'expertise qui était d'environ 11%. Si on fait ce même calcul et qu'on se concentre uniquement sur la France, cet écart il passe à 20%. Donc en fait, on voit que la France ces derniers mois nous a vraiment permis d'acheter très en dessous des valeurs d'expertise et ça, c'est de la performance pour plus tard. Donc encore une fois, c'est de l'opportunisme tactique à un instant donné et qui évoluera après. Exactement. Donc on a profité de cette fenêtre. On va profiter de cette fenêtre les quelques prochains mois tant qu'elle existe. Pour autant, on n'a pas perdu de vue cet objectif de 65-35. On va rééquilibrer, on va mettre rapidement les choses en œuvre pour que ce soit le cas. Et on va même à terme essayer d'aller viser plutôt en 70-30. Très bien, merci Marion. Guillaume, je me tourne vers toi. Si Marion et ses équipes ont ces opportunités à l'investissement,
il y a peut-être quelque chose qui se passe d'un point de vue macro. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? Alors oui, effectivement, ce qu'il faut regarder, c'est la hausse des taux brutale, fortement brutale même, qu'on a eu ces 2 dernières années. On en avait déjà parlé d'ailleurs. Exactement. Et c'est surtout de regarder la fameuse prime de risque qu'on met dans nos investissements. Alors qu'est-ce que c'est la prime de risque ? C'est finalement ce que vous allez être prêt à rémunérer en termes de risque dans un investissement. Donc là, on parle de l'immobilier. Et cette prime de risque, en fait, on va comparer par exemple, le risque qu'on prendrait à acheter un immeuble de bureau en plein Paris, on appelle ça un taux prime, à peu près à 3% avant crise, de l'OAT 10 ans, qui est en fait le taux vraiment sans risque par excellence, puisque c'est les obligations d'État françaises. Et avant crise, cet OAT 10 ans était nul ou même négatif, donc on avait une prime de risque de 3%. Donc quand j'achetais, que tu dis, du bureau en plein cœur de Paris, j'avais 3% de rendement. Si je ne prenais pas de risque, j'avais 0. Donc effectivement, j'étais content d'avoir ce risque-là, parce qu'il me rémunérait. Exactement. Ce qui s'est passé avec la hausse des taux, c'est que l'OAT 10 ans, très très rapidement, est arrivé à 3%. Tandis que le taux prime bureau parisien a frôlé les 3,5%. Donc on avait une prime de risque de 0,50%. Chez Iroko, avant la crise, avant en tout cas cette envolée des taux, les équipes de Marion achetaient à peu près entre 5,5 et 6% de rendement immobilier. Donc on a dû reconstituer cette prime de risque. Et pour reconstituer cette prime de risque, la meilleure des solutions, ça a été d'augmenter notre rendement à l'acquisition. Et pour augmenter le rendement à l'acquisition, Marion en a déjà parlé, évidemment l'absence de concurrence, mais pas que. Il y a eu aussi le fait que les équipes d'investissement ont fait énormément d'offres et qu'à un moment donné, statistiquement, on arrive à choper, si je puis dire, des dossiers avec un taux de rendement plus élevé. Et depuis le début de l'année 2024, on a un taux de rendement qui est supérieur à 8% sur nos investissements. Et donc, 2% de plus que ce qu'on faisait auparavant. Et donc, qui dit taux de rendement plus élevé, dit prix moins cher. On est tous d'accord. Ok. Et j'imagine que cette hausse de taux, elle a eu aussi une conséquence peut-être moins agréable sur le coût de la dette. Effectivement. Alors, on aurait pu arrêter de faire de la dette, mais nous, notre choix, il a été de continuer. De manière mesurée, on parlait des risques liés à l'endettement. Aujourd'hui, on est à peu près avec un effet de levier de 25-30% au niveau de la SCPI. Mais on a continué à en faire. On a même contracté 120 millions de dettes depuis le début de l'envolée des taux. Et donc, avant crise, là aussi, on avait donc un taux, finalement un coût de la dette qui était de l'ordre de 2%. Et aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre de 4,5%. Alors, vous allez dire, c'est beaucoup. On a doublé le coût de la dette. Certes. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'on appelle le spread. C'est la différence entre le taux de rendement à l'investissement, le taux immobilier, donc les fameux 8%, et notre coût de la dette aujourd'hui qui est de 4,5%. Et donc finalement, ce spread, on a réussi à garder le même spread entre avant crise et aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que c'est des taux fixes, des taux variables ? Justement, tu parles de risque. Ouais. Effectivement, alors, l'idée, c'est de faire en sorte déjà que cette dette elle soit relative, donc le spread, en tout cas le maintien de ce spread l'a permis. Et effectivement, au niveau donc, de la variabilité des taux, les banquiers n'aiment pas le risque, on le sait. Et donc évidemment, dans cette période, ils nous ont proposé souvent des taux variables. Donc évidemment avec un risque à nouveau d'envoler du coût de la dette. Mais à chaque fois, ce qu'on a fait, on n'est pas trader, on ne joue pas avec l'argent de nos investisseurs. Et donc du coup, on s'est couvert. Et aujourd'hui, 98% de notre encours bancaire est couvert par des instruments de couverture de taux. Merci pour ces précisions. Marion, donc le momentum nous est extrêmement favorable. Est-ce que ça va durer ? C'est un peu la question en or, Pierre-Antoine. Ce qui est sûr en tout cas, et ce qu'on observe nous aujourd'hui sur les marchés, c'est que la hausse des taux semble s'être arrêtée, que la plupart des marchés dans lesquels nous investissons aujourd'hui se sont stabilisés et qu'on pense, nous, chez Iroko, qu'on commence à avoir probablement la fin de cette correction des prix. Néanmoins, on observe aussi, sur certains marchés, certains pays, une légère rehausse des prix en raison d'une augmentation de la compétition. Il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui se positionnent sur des actifs assez similaires que nous, on peut regarder. Et donc, ça entraîne un petit peu de fébrilité sur les prix et une légère hausse des prix. On se demande si on ne commence pas à approcher de la fin de cette fameuse période que nous, on vous a décrit comme étant incroyable, exactement, ces derniers mois. Il va sans doute nous rester encore quelques semaines, quelques mois. Pour autant, on se demande si pour ces nouveaux investisseurs qui arrivent, est-ce que ce n'est pas déjà un petit peu tard pour pouvoir profiter comme nous, on en a profité ? Donc on était au bon endroit, au bon moment, exactement. Visiblement. Et effectivement, je trouve que c'est un très bon signal qu'il y ait des nouveaux acteurs, des nouvelles SCPI qui se lancent aujourd'hui sur le marché, parce que ça prouve définitivement que la SCPI n'est pas morte. Bien au contraire,
c'est un produit d'épargne indispensable, mais effectivement le momentum qui est aujourd'hui historique est peut-être plutôt derrière nous, ou en tout cas on y arrive, quoi. Guillaume, si Marion retrouve cette compétition, tu parlais de taux, c'est qu'il se passe quelque chose frémit sur le marché des taux? Effectivement, et je vais répondre d'ailleurs avec un petit calembour, hein. On pourrait dire que les taux se desserrent. Évidemment, on est à un tournant aujourd'hui au niveau des taux. On l'a vu, hausse brutale. Et aujourd'hui, on commence à être déjà à un commencement de baisse des taux progressif, mais peut-être plus brutal que ce qu'on avait imaginé. Au niveau de la baisse des taux, donc on parle des taux directeurs, hein, donnés par les banques centrales de chaque pays. La Banque Centrale Européenne a commencé cette baisse de taux avant l'été. On attendait beaucoup de la Fed, la Banque Centrale Américaine, qui a enfin réalisé sa première baisse de taux il y a 2 semaines maintenant, et qui l'a fait de manière plus brutale que ce qu'on imaginait il y a encore quelques mois. En l'occurrence, 50 points de base. Si on regarde aussi la Banque Centrale Anglaise, il y a encore 2 jours, le directeur de la Banque Centrale Anglaise disait que cette baisse de taux allait être, je cite, un bit more aggressive. Donc effectivement, on s'attend dans les mois à venir à des baisses de taux assez importantes. Et la question qu'on peut se poser, c'est évidemment bonne ou mauvaise nouvelle pour Hirokozen. Moi, je dirais que c'est des très bonnes nouvelles. Aujourd'hui, tous les investissements que projette de faire Marion, on va les acheter avec des financements moins chers. On va continuer à en faire de manière mesurée, mais avec des financements effectivement moins chers. Et on commence à entrevoir la fenêtre des négociations qu'on va pouvoir entreprendre auprès de nos partenaires bancaires pour finalement refinancer notre dette avec des taux qu'on aura du coup dans 12 mois. En tout cas, on s'attend dans 12 mois à commencer à ces discussions. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour la SCPI. Et l'idée, évidemment, des équipes de Marion et la mienne, c'est de jouer avec ce non-parallélisme entre les taux à l'investissement, qui ont une certaine inertie à monter ou à baisser, et les taux d'intérêt qui, eux, baissent et augmentent de manière très brutale. Ok, mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand même qu'on va revenir à un environnement un peu de marché qui est un peu plus équilibré, un peu plus classique. Bon, on a parlé d'immobilier, d'investissement. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se concentrer sur la SCPI. Et au final, c'est ce qui intéresse nos investisseurs et nos partenaires, et donc du rendement et de la valeur en capital. Qu'attendre, Guillaume, aujourd'hui sur le rendement et le prix de la part d'Hirokozen? Alors tout d'abord sur le rendement, c'est vraiment l'indicateur phare en SCPI. On suit les classements de ce taux de distribution tous les ans. La SCPI aujourd'hui Hirokozen, elle a effectué, si on regarde les distributions depuis le début de l'année 2024 et qu'on annualise un petit peu ces distributions, on a un taux de distribution qui est supérieur à 7,20%, donc encore supérieur à ce qu'on a pu faire les 3 dernières années. Donc 2 enseignements derrière ce 7,20 et quelques, je dirais. C'est la première chose, c'est ça valide la stratégie, on vient d'en parler en long, en large avec Marion. Effectivement, ça valide la stratégie d'investissement, d'acheter avec des taux les plus élevés, d'embarquer de l'immobilier peu cher, et donc du coup de reluer le portefeuille, c'est-à-dire améliorer la performance de la SCPI. Et deuxième enseignement, c'est finalement que ce taux de distribution, on n'y est pas encore, pour le moment on est qu'au mois de septembre, mais si jamais on y arrive, on pourrait avoir 4 années consécutives de la SCPI avec un taux de distribution supérieur à 4%. C'est quelque chose qui est n'est pas garanti, évidemment. Évidemment pas garanti, mais en tout cas notable, puisque 4 ans, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu en SCPI depuis pas mal de temps, supérieur à 7%. Et puis l'autre chose qu'on peut se dire finalement, c'est qu'une SCPI, à son lancement, elle a le fameux délai de jouissance et l'augmentation de sa capitalisation qui joue un peu en sa faveur. Et nous, aujourd'hui, on a un taux de distribution qui est, je dirais, davantage réel que mécanique lié à cet effet-là. Oui, donc si je dois déjargonner ce que tu viens de dire, on n'aurait pas dû en 2023 avoir, et ni 2024, donc bientôt, avoir une meilleure performance que 2022 et 2021. Sauf que, évidemment, c'est le travail du fonds de management et c'est le marché actuel qui nous y ont permis. Ok, très bien. Pour le prix de la part, qu'en est-il? Donc la SCPI, pour rappel, a augmenté son prix de part cet été au 1er août de 1%. Est-ce qu'elle en a encore dans le ventre? Alors, est-ce qu'elle en a encore dans le ventre? Déjà, la première chose, c'est qu'il faut évidemment parler de l'immobilier. Le patrimoine, effectivement, il a été réévalué au 30 juin 2024. Et il a été réévalué, en l'occurrence chez Hiroko, on a eu une petite hausse de la valeur de ce patrimoine. Et donc, on a eu une valeur de reconstitution qui est affichée quasiment 210 €, soit 5% de plus que le prix de souscription de l'époque, qui était de 200 €.
Donc on avait une certaine marge. On a décidé donc de rehausser le prix de souscription, donc c'est une super nouvelle pour les actionnaires, hein, évidemment, de la SCPI. Ça montre qu'on arrive aussi à faire de la performance en capital. Donc super nouvelle. Et deuxième enseignement de cette hausse de prix de part, finalement, c'est que par rapport à la valeur de reconstitution, on a encore 4% de marge. Donc c'est de la prudence. Et puis c'est surtout peut-être un cadeau qu'on se fait pour l'avenir. Très bien. Parfait. Merci à vous deux d'avoir été si didactique sur le contexte actuel et sur la performance de la SCPI. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'in fine, votre SCPI, la SCPI Hirokozen, a encore du jus. Elle est là, elle est au rendez-vous de la performance. Elle devrait à nouveau surperformer son objectif non garanti de rendement de 5,50, ce qui est une excellente nouvelle pour les investisseurs et pour nos partenaires Conseillers de patrimoine. Ce que je vous propose désormais, c'est peut-être de passer aux questions. Alors, on ne va pas pouvoir toutes les prendre. Néanmoins, sachez qu'il y a un chat et on va essayer d'y répondre au maximum. Moi, je vais en prendre quelques-unes et on va y répondre en direct. Alors, je vais commencer par une qui, au final, fait le lien avec ce dont tu viens de nous parler, Guillaume, puisqu'elle parle de la revalorisation du prix de part. Je la lis. Hirokozen surperforme année après année, donc ce qui est plutôt une bonne nouvelle, merci, dans ses distributions. Par contre, pour les nus propriétaires, calme plat. 1% de revalorisation de part sur 4 ans, c'est peu. Que pouvez-vous faire pour mieux partager les performances avec les nus propriétaires ? C'est une question un peu poil à gratter, mais elle a le mérite d'exister. On va y répondre, donc n'hésitez pas à me compléter si jamais. Il faut déjà pas oublier ce qui est une SCPI. Une SCPI, c'est un produit de rendement avant toute chose, et c'est ce que délivre effectivement la SCPI Hirokozen depuis son lancement. Et on a été peut-être mal habitué, c'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, on a vécu dans un contexte de planche à billets qui tournait à plein et où les SCPI ont augmenté le prix de leur part de manière très régulière parce que justement il y avait des baisses de taux, et c'est exactement ce que tu expliquais tout à l'heure, Guillaume, consécutives. La SCPI Hirokozen, elle se retrouve dans un contexte qui est beaucoup plus normal, hein, un contexte taux qui est beaucoup plus normal, et pour autant, elle a ce gras, elle a cette différence entre la valeur d'achat et la valeur de concession, donc elle est en capacité de donner une augmentation de prix de part. Mais il faut vraiment se mettre en tête que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau sur une SCPI, et elle n'a pas forcément vocation à augmenter de manière très linéaire. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Non. Très bien. Deuxième question que je vais prendre, je souhaiterais savoir si Hiroko a prévu de geler les souscriptions ou diminuer significativement les volumes dans les prochaines années si les rendements des biens retombent à la baisse avec la baisse des taux, ou si nous devons nous attendre à une baisse des distributions. Alors on y a partiellement répondu pendant ce webinaire. Il est certain que Hiroko ne fermera pas la collecte d'Hirokozen, ne serait-ce que pour un sujet de liquidité. Une SCPI à capital variable vit bien quand elle est ouverte, donc on continuera effectivement à collecter. Et comme le disait Marion très justement, peut-être que tu voudras ajouter, on s'est chargé et on continue de se charger en rendement élevé pour nos épargnants, donc ça nous laisse avoir une perspective sur les rendements futurs de la SCPI plutôt positifs. Mais surtout, juste sur les rendements, tout à l'heure j'évoquais un léger début de réhausse des prix, ce qui veut dire un léger début de rebaisse des rendements. Désolé, on est toujours en train de parler comme ça, mais voilà. Ce qui est certain, c'est que là, on a eu des rentabilités extrêmement élevées par rapport à ce que le marché pouvait connaître, et on disait qu'on commençait à revenir à un équilibre, et cet équilibre, de toute façon, sera plus attractif et sera plus rentable qu'on a pu avoir dans les années 2016, 2017, 2018. Donc, de toute façon, on ne reviendra pas à l'époque où vraiment les rentabilités étaient les plus basses. Encore une fois, voilà, 2012-2021, si on doit donner une période, a été vraiment un momentum très particulier et qu'on ne revivra peut-être jamais, en tout cas de notre vivant. Et je me permets, Pierre-Antoine, j'ajouterai aussi deux choses sur le taux de distribution futur. Évidemment, on n'a pas de boule de cristal et c'est pas garanti. Mais il y a deux choses. Il y a déjà à court terme, on s'aperçoit qu'effectivement ce qu'explique aujourd'hui Marion sur le fait qu'on soit chargé d'immobilier peu cher va avoir une influence positive sur le taux de distribution sur l'année 2025 a priori, puisqu'on va avoir un effet stock qui va jouer à plein. C'est-à-dire que les acquisitions qu'on réalise aujourd'hui sur les super taux de rendement auront un effet année pleine l'année prochaine. Et à plus moyen terme, on a plusieurs possibilités de faire en sorte de garder finalement cette rentabilité de la SCPI. On a parlé des financements, on va pouvoir les
refinancer à des taux un petit peu plus raisonnables, si je puis dire. Et puis deuxième chose, là je parle vraiment à moyen long terme, on va commencer aussi à avoir une fenêtre de cession, on va pouvoir commencer à céder des actifs, peut-être éventuellement dans un marché qui sera plus favorable pour nous. Très bien, merci. Alors, pendant que tu finissais tes explications, je découvre une question amusante. Donc, je la lis. Récemment, Quorum est revenu à la charge sur vos frais et sur le fait que vous vous rattrapez ailleurs. Qu'en est-il ? Alors, effectivement, on l'a vu. On l'a vu, donc c'est une question qui est tout à fait légitime. Donc, pour rappel, Iroko, pour sa SCPI Hirokozen, a fait le choix de variabiliser toute sa rémunération. C'est-à-dire qu'historiquement, et je ne fais pas de jugement, hein, le but c'est pas d'opposer les deux mondes, mais la SCPI a effectivement en moyenne constaté à peu près 10% de frais de souscription qui visent à rémunérer le travail de collecte de la société de gestion, d'éventuels distributeurs, etc. Là, sur Iroko et Hirokozen, on a fait le choix de nous rémunérer et de rémunérer toutes les parties au final, entre guillemets, qu'au mérite. C'est-à-dire que si nous, société de gestion, on est en capacité de bien acheter, donc avec les équipes de Marion, si on est en capacité de donc bien déployer ses capitaux et de collecter des loyers, effectivement, la société de gestion, et c'est plutôt sain et normal, va bien gagner sa vie. Et pour ça, on se rémunère. Et donc, on rémunère aussi nos partenaires dans la durée pour tout l'accompagnement qu'ils font auprès de nos partenaires. Pour revenir à la question sur les frais et le fait qu'on se rattrape, puisque c'est ça que j'ai lu par la suite, alors déjà, rappelons-le, la performance s'entend toujours net de frais de gestion. Et comme je vous l'ai dit, nos frais sont variabilisés, ce ne sont que des frais de gestion. Donc a priori, pour l'instant, tant qu'on est au rendez-vous de la performance, on ne se rattrape pas, ou en tout cas, on est toujours compétitif par rapport à nos confrères. À noter aussi que l'absence de frais de souscription a quand même deux effets mécaniques non désagréables. Le premier, c'est que vous, en tant qu'investisseur, et nos partenaires le savent bien, c'est que quand vous prenez de la SCPI Hirokozen, modulo une durée de détention minimale de 3 ans, votre prix d'achat, c'est votre prix de retrait. Donc c'est un autre mode de consommation de la SCPI puisque vous allez consommer votre investissement comme n'importe quel autre placement. Le deuxième effet, qui est un peu plus compliqué à comprendre comme ça de but en blanc, c'est qu'il nous permet d'investir plus d'argent au travail, puisqu'en fait, il n'y aura pas ces 10% qui vont entre guillemets disparaître, et Marion va pouvoir déployer plus de capitaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais néanmoins, si vous voulez vraiment vous en convaincre, je vous invite à regarder les rapports annuels des sociétés de gestion et de regarder ce qu'encaissent ces sociétés de gestion par rapport à l'euro rapporté. Et on va finir sur une dernière question, puisqu'il nous reste peu de temps. Je pense qu'elle est pour toi, Marion. 118 actifs, alors il y a marqué 110, mais 118 actifs, ça doit être compliqué à gérer. Comment vous faites pour les gérer ? C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, donc c'est vrai que moi généralement je représente la partie investissement, mais je gérais également la partie on va dire gestion. Donc qu'est-ce qui se passe une fois qu'on achète ? Et aujourd'hui, on a une équipe d'asset managers qui travaille au quotidien sur notre patrimoine, et on a également des property managers en France, mais également dans tous les pays où nous investissons. Et ces property managers sont vraiment notre relais local auprès des actifs, auprès de nos locataires. Et finalement, on leur a donné des missions qui sont plutôt du property management plus, parce qu'on leur demande plus que ce qu'on demanderait à un property manager classique, et donc ils sont vraiment d'une grande aide, et donc combinés avec nos asset managers, on arrive réellement à gérer nos différents actifs. Néanmoins, c'est vrai qu'on a une progression assez importante du nombre d'actifs dans ce portefeuille. Donc aujourd'hui, l'asset management est encore plus crucial que ce qu'il pouvait être ces derniers mois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a recruté une personne qui va être le directeur de l'asset management, qui nous rejoint la semaine prochaine, qui vient d'une société de gestion, d'une grande société de gestion de la place aujourd'hui, qui a déjà une expérience sur l'international et qui du coup saura nous accompagner dans quels sont les bons next steps pour réussir la croissance d'Iroko à l'international et pour calibrer les choses comme il faut. Okay. Et en parlant de croissance à l'international, on devrait informer nos investisseurs et nos partenaires la semaine prochaine d'une très bonne nouvelle sur notre manière d'intervenir dans certains de nos pays à l'étranger. Donc un petit peu de suspense, on a hâte. Mais vous en saurez plus la semaine prochaine. Merci Marion, merci à tous d'être venus à ce webinaire. On était ravis d'ouvrir le capot donc, de la SCPI Hirokozen. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir.